Donc du coup, faire en 10 minutes la recherche, ça va être un peu compliqué. Donc on va simplifier. Je ne vais pas parler de la recherche biologique, je vais parler de la recherche clinique. Donc c'est simple. Donc la première règle, pour ceux qui ne le savent pas, c'est de se rappeler que la maladie de Huntington, c'est une maladie génétique, autosomique dominante, c'est-à-dire qu'on a à 50% de risque de transmettre la maladie à ses enfants, et qui a des troubles cognitifs, psychiatriques et moteurs. Donc il va falloir pouvoir attaquer sur ces 3 points-là. Et la recherche va tenter d'attaquer sur ces 3 points-là. Mais la première chose à retenir, s'il y a un seul message à retenir, si vous rentrez chez vous, après, j'espère que vous rentrerez d'ailleurs chez vous après, c'est de, c'est de justement savoir que la prise en charge sert. La première chose, c'est que c'est bien de vouloir participer à des essais thérapeutiques, c'est formidable la recherche, mais le quotidien, c'est ça qui fait la vie des gens. Donc ce qui compte, c'est d'avoir un bon quotidien. Et ça, c'est indispensable. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il n'y a pas rien à faire dans Huntington. Même quand ce mot inexorable qu'on voit encore sur Internet, il faut l'oublier. Ce n'est pas inexorable. Ça évolue comme ça. Puis on a des surprises et puis de temps en temps, on ne comprend pas pourquoi. Et c'est bien de ne pas tout comprendre. Eh bien, j'ai des gens qui démarrent à 80 ans, puis il y a des gens qui démarrent plus tôt. Et on ne sait pas pourquoi. Et ce n'est pas le gène qui détermine tout. Un autre message, c'est que l'environnement, c'est quelque chose qu'on ne travaille jamais assez. Et on devrait tous les jours se dire qu'on devrait vivre comme des Huntington. Je le dis tout le temps en consultation. Mais la réalité, c'est que l'environnement, ça change tout. Est-ce que il y a cette expérience que je raconte toujours en consultation, et je vais vous la raconter, et il faut que vous la gréviez bien dans votre tête. Vous prenez des souris Huntington, c'est un vieux papier, c'est Nature 2000, vous les mettez dans une cage, vous leur donnez à boire à manger, vous les embêtez pas, et vous prenez les mêmes souris Huntington, vous les mettez dans une cage avec à boire et à manger, la même chose que les autres, vous ne donnez pas de médicaments, vous leur racontez des histoires, vous leur grattez le ventre, vous leur faites des nouveautés, vous leur mettez le palmier et le triple saut parieur arrière, et bien elles vivent 2 fois plus longtemps. Et non seulement elles vivent 2 fois plus longtemps, mais elles ont moins de troubles cognitifs, et elles ont une atrophie cérébrale qui va 2 fois moins vite que chez les autres. Donc ça, c'est une recherche fantastique qu'il faut retenir, parce que celle-là, vous allez pouvoir l'appliquer tout seul à la maison, avec l'aide de votre neurologue, je l'espère, mais pas qu'avec l'aide de votre neurologue, avec l'aide de vos proches, avec les jeux, avec les enfants, et avec le rire, et avec tout ce que vous ferez de positif dans la vie, ce qui est pris est pris. Et ça, c'est de la bonne recherche. Dans les autres recherches, il y a toutes les recherches sur les traitements symptomatiques. Et la recherche sur les traitements symptomatiques, elle est indispensable pour savoir est-ce qu'il vaut mieux prendre tel traitement que tel autre, pour savoir à quoi ça sert. Donc il y en a sur la cognition, il y en a sur les troubles moteurs, il y en a sur l'irritabilité, sur les troubles du sommeil, sur la mélatonine, il y en a sur plein de trucs. Et donc, effectivement, il faut des gens pour participer à ces essais thérapeutiques, et c'est très important. Il y a une autre gamme de recherche qui est très importante, aussi dans les traitements symptomatiques, c'est la stimulation intracérébrale. Vous ne le savez peut-être pas, mais l'étude est terminée. Une première présentation a été faite aux praticiens, et donc on sait que ça ne marche pas. Donc là, c'est simple, l'histoire est terminée pour l'instant, jusqu'à ce qu'ils trouvent une autre cible, mais qui n'est en tout cas pas celle-là. Troisième possibilité, et celle-là est très importante, c'est la neuroprotection. Comment on fait pour ralentir l'évolution de la maladie ? Alors, neuroprotection, ça sous-entend qu'on ne va pas s'attaquer à la thérapie génique, c'est-à-dire pas au gène lui-même, on va s'attaquer à l'idée que comme il y a une cascade d'événements entre la production du gène et le fait qu'on a une dégradation du cerveau, et effectivement des symptômes, on va essayer de ralentir cette cascade d'événements, mais sans toucher au gène lui-même. Ça, c'est la neuroprotection. Il y a un essai qui va bientôt finir, qui est l'essai Proof HD. On aura les résultats, je pense, d'ici cet été, pour savoir si on arrive à ralentir de manière globale l'évolution de la maladie. Il y en a d'autres qui sont en cours. Et finalement, le dernier point, donc il y a celui-là, puis il y en a d'autres, il y a Sage aussi. Et le dernier point, c'est évidemment la thérapie génique. C'est un peu le Graal qu'on regarde tous avec beaucoup d'intérêt. Et cette thérapie génique, elle peut avoir plein de cibles différentes. Elle peut cibler, alors vous le savez, on a un code génétique, l'ADN, et puis pour qu'il puisse transmettre ces messages, il va transmettre à quelque chose qui est dans la cellule, qui est l'ARN, mais qui a le droit de sortir de la cellule. Puis après, qui va s'adresser à une usine de fabrication de protéines, qui sont les ribosomes. Donc à toutes les étapes, on va pouvoir avoir des thérapies dites géniques différentes. On va pouvoir empêcher de faire fonctionner cet ARN qui circule. On va pouvoir aussi empêcher la fabrication des ribosomes.
Donc à ce jour, il y a eu plein d'essais dont vous avez entendu parler. Il y a eu Génération HD1 qui n'a pas été efficace, mais qui redémarre sous la forme de Génération HD2 quand on aura l'autorisation du CPP. Et ce coup-ci, on devrait l'avoir après avoir un rejet. Donc les nouvelles sont a priori bonnes. Donc la dernière nouvelle date d'il y a 2 jours. Donc là, on devrait passer ce coup-ci. Ils nous demandaient une seule question, c'est le budget. Donc on devrait pouvoir s'en tirer. La troisième, dans les autres projets aussi, il y a Novartis, vous avez entendu parler de Vibrant, qui est arrêté parce qu'il y a une toxicité chez l'humain, qui n'était pas du tout prévue parce qu'il n'y en avait pas chez les autres humains, mais il y en a chez les Huntington. Donc il faut le savoir. Et donc, il faut savoir que les patients Huntington peuvent avoir une fragilité particulière, donc on ne pourra pas se passer des essais thérapeutiques en matière de thérapie génique, donc c'est important d'en faire, mais c'est aussi important de ne pas se précipiter. Et pour les jeunes, puisqu'il va s'agir des jeunes aujourd'hui, il ne faut certainement pas faire le diagnostic génétique pour savoir si on peut participer à la recherche. Parce qu'on peut tomber sur placebo, on peut tomber sur un produit toxique, et puis il faut le faire simplement si ça sert à quelque chose pour soi-même. Et ça, c'est important de le retenir. Et puis finalement, il y a les greffes de neurones. Vous savez qu'on n'avait pas répliqué les résultats de l'étude pilote parce qu'on a créé des rejets de greffes parce qu'on avait fait 2 greffes à 1 mois d'intervalle. Et donc ça, c'est quelque chose qui a redémarré en Angleterre chez Anne Rosser à Cardiff et qui démarre aux États-Unis aussi à nouveau pour un nouvel essai. Donc là, l'idée, ce ne serait pas du tout de prévenir quoi que ce soit, ce serait de réparer le cerveau. Et dans les choses très lointaines, mais à 5 ans, très lointaines, c'est pas très loin, il y a CRISPR-Cas9, c'est-à-dire les ciseaux génétiques. L'idée, c'est que les ciseaux génétiques, une fois qu'on les a dans la tête, il ne vaudrait mieux pas qu'ils aillent découper autre chose. Donc, il y a Kamikaze CRISPR qui coupe les ciseaux, Donc, c'est déjà une étape. Sauf que c'est essayé chez la souris qui a un petit cerveau comme ça, et que le cerveau de l'humain, c'est comme ça. Et donc, il y a un problème d'échelle. Il faut réussir à faire diffuser ce CRISPR qui est effectivement à l'étude. Donc, d'après Nicole Déglon, on devrait avoir, vous l'aviez vu l'année dernière ou il y a 2 ans, je ne me souviens plus en présentation ici avec nous, on devrait avoir ça chez l'humain d'ici 3 ans. Et il y a aussi d'autres études qui sont faites aux États-Unis, c'est MSH3, où effectivement c'est un mécanisme de réparation du code génétique. Et à chaque fois qu'on répare, on essaie d'enlever un petit bout du gène. Donc ça aussi, ce serait des solutions radicales. Et ça marche chez la souris. Donc, au total, en gros, il y a 51 études cliniques en cours dans le monde. On a la chance d'être mondialisé dans Huntington. 51 études cliniques en cours, qui sont réparties dans les différents pays. Si ça marche dans un pays et que ça n'a pas été testé en France, on s'en fout, vous l'aurez de toute façon. Si c'est bien, c'est bien. Et donc, ça diffusera rapidement dans le monde entier. Donc, du coup, il ne faut pas se dire, oui, la France est en retard, même si la France est en retard, on le sait tous, mais pas complètement, pas surtout, heureusement. Et donc, du coup, là-dessus, la mondialisation a un intérêt. C'est une maladie rare, il faut qu'on travaille avec tous les pays du monde. Et ça, c'est vraiment important. Donc 51 études, c'est extraordinaire, on n'en a jamais eu autant. L'autre point qu'il faut retenir, c'est l'environnement, la prise en charge et y croire. Et bien sûr, tout ce qui est prêt est pris. Et je vous encourage vivre à passer un très bon moment une fois que vous serez débarrassé de nous. Voilà, bonne journée. Bonjour à tous et puis un grand merci de m'avoir permis de m'adresser à vous aujourd'hui. C'est un honneur, c'est un plaisir de revoir aussi certaines personnes que j'ai vues il y a très longtemps parce que mon engagement dans Huntington remonte à plus de 20 ans maintenant. Donc je vais juste vous dire qui je suis, qui est Frédéric Saudou, mon associé, et pourquoi et pour qui on est là aujourd'hui. Donc je m'appelle Laure Jameau. Je suis scientifique de formation, j'ai aussi une formation business, HEC. J'ai fait le switch du développement de médicaments et de la biotech il y a 22 ans pour travailler sur des maladies neurodégénératives et en particulier pour travailler sur la maladie de Huntington, sur laquelle j'ai travaillé pendant 7 ans. Et au cours de ce travail, j'avais Frédéric Saudou comme conseiller scientifique. Le programme s'est arrêté en 2008 et on s'est dit, le jour où c'est possible, on reprendra. On reprendra avec un objectif, faire en sorte que ce qu'on n'a pas été capable de faire dans les années 2000, on puisse le faire un jour pour trouver un médicament pour les patients. Frédéric Saudou, c'est mon associé. Ça fait bientôt 30 ans qu'il travaille sur la maladie de Huntington. C'est quelqu'un qui a des idées assez novatrices sur comment ça marche et comment on pourrait adresser cette pathologie. Et on a décidé tous les deux en 2019, juste après qu'il a déposé un brevet
sur une molécule, de s'associer pour la développer dans le cadre d'une start-up que nous avons appelée Untix Pharma. Untix, vous comprenez pourquoi, et Pharma, vous comprenez pourquoi aussi. Et notre objectif, c'est de développer un médicament qui va bloquer le développement de la maladie de Huntington. Donc, Frédéric et moi avons démarré notre start-up en décembre 2022, donc c'est tout récent. On a déjà embauché une équipe opérationnelle qui travaille sur notre médicament, 5 personnes. On est également accompagné de 2 consultants seniors qui connaissent bien la maladie de Huntington, parce que notamment François m'accompagnait déjà il y a quelques 20 ans. Et puis, on a commencé de mettre en place notre board stratégique et clinique avec Alexandra Dur, qui est la présidente de notre Scientific Advisory Board, et une dame que vous ne connaissez certainement pas, mais qui est très importante pour nous parce qu'elle nous aide sur la stratégie business, comment faire en sorte qu'une idée scientifique soit transformée en un médicament disponible pour des patients. Donc, le cerveau, c'est à peu près 1 milliard de cellules. Pour qu'il fonctionne, elles doivent communiquer entre elles. Pour qu'elles communiquent entre elles, il va falloir qu'elles échangent des informations et des nutriments. Et ces nutriments vont permettre, et ces informations vont permettre au cerveau de fonctionner et également de survivre. Sans ces nutriments, le cerveau mourrait. Et en particulier les cellules qui nous intéressent, qui sont les cellules du striatum. Donc ce sur quoi on travaille, ça s'appelle le transport axonal. Donc dans une cellule de cerveau qu'on appelle le neurone, il y a un bras qui va lui permettre de communiquer avec d'autres cellules de cerveau, d'autres neurones. On appelle l'axone. Et dans ce bras, il y a tout un système qui permet que des informations circulent dans ce bras et viennent être distribuées à d'autres neurones. Quand ça marche bien, tout va bien. Quand ça marche pas, parce qu'il y a une mutation dans le gène de la Huntington, ça va beaucoup moins bien. Et à la fin, il y a moins de transport, moins d'informations, moins d'éléments de survie qui sont communiqués aux autres neurones et ces derniers meurent. Donc le transport axonal, donc un transport intracellulaire, c'est comme un système ferroviaire. Il y a des rails qu'on appelle les microtubules, ici, donc ce sont les rails. Il y a un train avec une locomotive et des wagons. La locomotive, c'est ce qu'on pourrait appeler les complexes moteurs. Et les wagons, c'est ce qui transporte des véhicules. Et à l'intérieur de ces véhicules, il y a les facteurs de survie, il y a les informations. Dans la maladie de Huntington, il y a un défaut de ce transport qui fait que les wagons se détachent des rails et donc que le BDNF, qui est un facteur de survie essentiel dans la maladie, est moins distribué au striatum et qui entraîne la mort du striatum. Et nous, notre objectif, c'est de faire en sorte que malgré la mutation, on se retrouve dans une situation comparable à lorsqu'on n'a pas la mutation. Donc on propose une nouvelle voie thérapeutique, jamais adressée jusqu'à présent, qui est de restaurer le transport axonal, qui est altéré par la mutation dans la Huntington. On le fait avec une molécule qui s'appelle HX127, qui est distribuable par voie orale, donc c'est un médicament à prendre, avec une nouvelle cible, qui est une enzyme. Cette enzyme, lorsqu'elle est active, bloque le transport, et lorsqu'elle est inactivée par HX127, permet de restaurer le transport malgré la mutation. Et grâce à cette restauration du transport, on a démontré que des animaux qui sont des modèles de la maladie de Huntington survivent et ne développent pas cette pathologie. Alors on a un plan de prévisionnel de développement qui est à long terme. Le développement de médicaments, c'est très très long. Donc aujourd'hui, on en est au tout début. On vient de démarrer. On travaille sur l'amélioration de la connaissance du mécanisme d'action de cette molécule. Savoir également, lorsqu'on va l'administrer, combien il faut en donner, quand il faut en donner. Est-ce qu'il faut en donner plusieurs fois par jour? Quelle est la dose efficace? Est-ce qu'il faut le donner au début de la maladie? Est-ce qu'on peut le donner même chez des patients qui ont une maladie très avancée? Et puis, surtout, la chose essentielle quand on donne un nouveau médicament aussi, en plus de l'efficacité, est-ce qu'il est toxique? Parce que bien évidemment, la maladie de Huntington, c'est une maladie chronique, donc c'est un médicament qu'il va falloir prendre tout au long de sa vie. Et donc, la toxicité
d'abord préliminaire et ensuite qu'on appelle réglementaire, ce que la réglementation nous oblige à faire avant d'aller sur le marché, prend un petit peu de temps. Aujourd'hui, notre objectif, c'est que la première administration chez l'homme se fasse en 2026. Donc là, c'est pour tester ce qu'on appelle l'innocuité de la molécule chez des volontaires sains et ensuite lancer un premier essai clinique de phase 2 à l'horizon 2027-2028 pour, on l'espère, finaliser et avoir une première preuve de l'efficacité de cette molécule à l'horizon 2029-2030. Et encore une fois, merci de m'avoir embarqué un petit peu dernière minute dans votre journée et de me permettre de vous présenter cette société. J'espère à très bientôt avec de bonnes nouvelles. Au revoir.